Le 1er août 1943, l'US Army Air Forces allait perdre plus d'hommes au cours d'une seule mission que lors de toute autre opération aérienne de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 300 aviateurs mourraient en l'espace de quelques heures. Et tout a commencé par un simple virage raté qui a transformé une mission parfaitement planifiée en cauchemar absolu. Voici l'histoire de l'opération Tidal Wave. L'aube du désastre. Le colonel John Killer. Kane fixe la piste tandis que le moteur de son B-24 Liberator rugit à pleine puissance. Il est 7h10, ce 1er août 1943, et le désert libyen brûle déjà sous le soleil. La chaleur est étouffante, presque insupportable. Kane sent la sueur imbiber sa combinaison de vol avant même le décollage. Autour de la base aérienne de Benghazi, l'air vibre sous le fracas assourdissant de centaines de moteurs Pratt & Whitney. Son B-24, le Hail Columbia, accélère aux côtés de 2 autres Liberators. Les 3 avions, chargés de plus de 11 000 litres de carburant et de presque 2 tonnes de bombes, quittent le sol simultanément dans une chorégraphie parfaitement répétée. Le poids est monstrueux. Chaque pilote sait qu'ils sont en surcharge, qu'ils volent aux limites absolues de ce que ces machines peuvent encaisser. Derrière eux, 174 autres bombardiers décollent en vagues successives, soulevant d'immenses nuages de poussière rouge qui teintent le ciel du désert. Puis survient le premier désastre. Le B-24 Kickapoo subit un incendie moteur juste après le décollage. Les flammes orangées se propagent rapidement le long de l'aile. Le pilote tente désespérément de revenir, mais il arrive trop vite, trop lourd. Le bombardier rebondit violemment sur la piste et percute un poteau de béton dans un fracas assourdissant. 8 hommes meurent sur le coup, leur corps dévoré par les flammes avant que quiconque puisse faire quoi que ce soit. Kane observe la colonne de fumée noire s'élever dans le ciel bleu du désert. Ce n'est pas le départ qu'il espérait. Mais il n'y a pas de temps pour les lamentations. Les 177 B-24 restants mettent le cap sur les champs pétrolifères de Ploiești, en Roumanie. Churchill a été clair. Ces raffineries produisent 33% de tout le pétrole de l'Axe. Les détruire pourrait écourter la guerre de 6 mois et sauver des centaines de milliers de vies. Les planificateurs ont été d'une franchise brutale. Ils s'attendent à 50% de pertes. Un homme sur 2 ne reviendra pas. Chacun a déjà écrit sa dernière lettre à la maison. Beaucoup ont passé la nuit précédente en silence, à contempler des photos d'épouses, de fiancés, d'enfants qu'ils ne reverront peut-être jamais. Pour comprendre pourquoi ils étaient prêts à payer ce prix, il faut remonter 8 mois en arrière. L'obsession de Churchill. En janvier 1943, à Casablanca, Winston Churchill avait une obsession. Ploiești. Lors des réunions de haut niveau, il revenait sans cesse sur le même sujet. Les 9 raffineries autour de cette ville roumaine produisent plus de 10 millions de tonnes de pétrole par an. Sans ce carburant, les chars allemands ne seraient plus que de la ferraille inutile et les avions de la Luftwaffe ne pourraient plus voler. La machine de guerre nazie s'arrêterait net. Churchill déploya des cartes, des photos de reconnaissance, des statistiques de production. Les chiffres étaient irréfutables. Ploiești n'était pas simplement important. C'était le cœur battant de l'effort de guerre allemand. Chaque jour où l'installation fonctionnait, des milliers de litres de carburant alimentaient les fronts de l'Est et de l'Ouest, prolongeant la guerre et étendant la souffrance. Le chef d'état-major de l'USAF, Hap Arnold, et le chef d'état-major de l'armée, George Marshall, furent du même avis. La mission fut autorisée dans le secret le plus total. Arnold confia la planification au colonel Jacob Smart, un pilote de 35 ans, connu pour ses idées novatrices et sa volonté de bousculer l'orthodoxie militaire. Les premiers calculs étaient décourageants. Il aurait fallu 1400 bombardiers lourds pour détruire Ploiești depuis la haute altitude, un nombre impossible à réunir en 1943. De plus, bombarder depuis 30 000 pieds signifiait que la moitié des bombes tomberaient sur des champs vides, des fermes, des forêts. Partout,
sauf sur les objectifs critiques. Smart proposa quelque chose de radical, du jamais vu, une attaque au ras du sol, à hauteur de cimes d'arbres. Les bombardiers lourds n'attaquaient presque jamais à basse altitude, car c'était du suicide. Mais Smart soutenait qu'en volant bas, la précision serait chirurgicale, qu'ils éviteraient le radar, et que la Luftwaffe ne s'y attendrait pas. Ils pourraient surgir littéralement de nulle part. Le revers était terrifiant. Les B-24 seraient exposés aux feux anti-aériens sans possibilité, de manœuvres d'évitement. Ce seraient d'énormes cibles, avançant en ligne droite à vitesse constante. Après des débats intenses, le plan fut validé. Churchill, en personne, rebaptisa l'opération Tidal Wave, vague de marée, pour évoquer une force de la nature irrésistible. Seul le B-24 Liberator avait l'autonomie suffisante pour un aller-retour de 4000 km. Le problème, c'est que les équipages le détestaient. Comparé au B-17 Flying Fortress, élégant et robuste, le B-24 était jugé lourd, moins blindé et particulièrement sujet aux incendies. On le surnommait le wagon de fret volant ou le cercueil volant. Mais il n'y avait pas d'alternative. Préparation. Le général Louis Brereton prit le commandement opérationnel. Quand il réunit les commandants dans une salle de conférence étouffante en Libye, il posa une règle simple. Quiconque protesterait ou montrerait la moindre hésitation serait immédiatement relevé et renvoyé aux États-Unis, couvert de honte. Personne ne protesta. Tous comprenaient l'importance de la mission. Smart transféra 128 Liberators, depuis des groupes de bombardement répartis dans toute l'Afrique du Nord, et lança un entraînement intensif qui dura des semaines. Dans le désert libyen, ils construisirent des maquettes de Ploiecht d'une précision obsessionnelle, à partir de photos de reconnaissance constamment mises à jour. Les pilotes s'exercèrent à voler à des altitudes terrifiantes, en formation serrée, frôlant les dunes, apprenant à jauger les distances au millimètre. L'entraînement fit des victimes. Plusieurs bombardiers s'écrasèrent pendant les exercices, mais chaque jour, ils progressaient. Le plan supposait que les défenses seraient faibles parce qu'en 1942, 13 B-24 avaient bombardé la ville depuis la haute altitude et étaient tous rentrés indemnes, sans la moindre perte. C'était une erreur catastrophique qui coûterait des centaines de vies. Le 25 juillet, la répétition générale fut parfaite. Chaque groupe atteignit son objectif fictif à la seconde près. L'opération était prête. Les hommes passèrent leurs derniers jours à écrire des lettres, à relire des testaments, à faire la paix avec leur destin. L'erreur, fatale. Les 177 Liberators traversent la Méditerranée dans le silence radio, formant un ruban de 8 km. Vu d'en haut, on dirait une nuée d'oies métalliques. 10 font demi-tour pour des problèmes mécaniques durant les premières heures. 3 heures après le décollage, près de Corfou, le bombardier de tête Wongo Wongo plonge dans la mer sans avertissement. 10 membres d'équipage meurent instantanément. Un autre bombardier abandonne la mission pour chercher des survivants qu'il ne trouvera jamais. Il reste 166 bombardiers. À l'approche des montagnes du Pind en Grèce, il rencontre des nuages jusqu'à 5000 mètres. Un phénomène que les météorologues n'avaient pas prévu. Les formations s'enfoncent dans un brouillard épais. Les groupes de tête ressortent en formation parfaite, mais les 3 autres se dispersent complètement et se retrouvent à près de 100 km en arrière. Le colonel Compton tente d'attendre, tournant en rond, mais inquiet des radars allemands susceptibles de les repérer, il finit par renoncer. Les 93e et 376e groupes descendent à environ 45 mètres du sol, volant entre collines et vallées. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'effet de surprise est déjà perdu. Des experts allemands en interception des communications ont déchiffré les transmissions et savent qu'une grande formation a décollé de Benghazi. Le général Alfred Gerstenberg, commandant des défenses de Ploiecht, met toutes les unités en alerte maximale. Des soldats hissent des centaines de ballons de barrage au-dessus de la ville, tissant un réseau mortel de câbles d'acier. Les pilotes continuent vers le nord-est, sans se douter du désastre qui approche. Des civils roumains s'arrêtent, stupéfaits, pour regarder les B-24 voler à hauteur d'arbres. Lors d'une fête rurale,
De jeunes filles saluent les aviateurs américains qui leur répondent en souriant, sans savoir qu'ils vont vers la mort. Kane aperçoit un train sur les voies et autorise le tir. Toutes les armes ouvrent le feu dans un vacarme assourdissant. Le train s'arrête net. Ce sont les premiers coups de feu de Tidal Wave. Les groupes de tête atteignent Pitești et poursuivent conformément au plan. Puis les avions de Compton entrent dans une légère pluie qui réduit la visibilité. Compton plisse les yeux et distingue une ville devant lui. Une avenue principale, un pont sur une rivière, des rails qui filent vers le sud. Florești, pense-t-il avec certitude. Il ordonne le virage à droite. Mais il vient de commettre l'erreur la plus coûteuse de toute la mission. Cette ville, il n'est pas Florești, mais Târgoviște, 50 km plus au sud. Ils ont tourné trop tôt et suivent désormais la voie ferrée vers Bucarest, pas vers Ploiești. Beaucoup de navigateurs s'en rendent compte immédiatement. Celui de Compton hurle dans l'interphone. Plusieurs pilotes tentent désespérément de l'avertir par radio, mais Compton garde la radio coupée pour éviter toute interception ennemie. Il ne reçoit aucun des messages d'alerte. La mission parfaitement planifiée vient de dérailler complètement. Et personne ne sait encore combien d'hommes mourront à cause de cette unique erreur de navigation. Premier contact. Le lieutenant John Palm consulte frénétiquement son navigateur. Ils sont clairement hors route. Palm prend une décision qui pourrait lui valoir la cour martiale. Il braque brutalement son brewery wagon vers l'endroit où Ploiești devrait se trouver. Ce qui se passe ensuite change tout. Aussitôt, son B-24 est accueilli par un feu anti-aérien dévastateur. Le ciel se remplit d'explosions noires. Un coup direct pulvérise le nez en plexiglas et tue 2 membres d'équipage sur le coup. Une autre explosion détruit 2 moteurs. Palm regarde vers le bas avec horreur. Sa jambe droite ne tient plus qu'à un lambeau de chair et de tendons. Les défenses de Ploiești ne sont pas faibles. Ce sont les plus puissantes d'Europe en dehors de l'Allemagne. Gerstenberg a passé des mois à installer plus de 1300 pièces anti-aériennes de tout calibre. On leur avait dit d'en attendre moins de 100. En plus, 200 chasseurs, Bf-109 allemands et IAR-80 roumains, ont décollé et sont en chasse. Palm largue ses bombes en catastrophe et tente de s'échapper. Un Bf-109 mitraille le bombardier déjà en lambeaux par l'arrière. Palm, qui perd beaucoup de sang, se pose en urgence dans un champ. 8 survivants, Palm compris, deviennent prisonniers de guerre. Pendant ce temps, les 93e et 370e groupes continuent vers Bucarest, totalement inconscients de leur erreur fatale, jusqu'à ce que le colonel Baker finisse par s'en apercevoir. Le sacrifice de Baker effectue un virage non prévu de 90 degrés, espérant que son groupe le suivra sans collision. Une manœuvre qui exige une coordination parfaite. À basse altitude, c'est terriblement risqué. Ça marche. Les hommes observent, stupéfaits, cette manœuvre impeccable exécutée en quelques secondes. Des observateurs allemands croient à une attaque coordonnée venant de plusieurs directions. De nombreux chasseurs bifurquent vers Bucarest, divisant les défenses. Mais un problème critique surgit. Ils attaquent depuis un angle totalement différent de celui répété pendant des semaines. Ils vont devoir improviser en pleine action, à 45 mètres du sol, sous un feu intense, sans le moindre temps pour réfléchir. Un élément se détache vers Astra Romana. Baker mène le reste vers Columbia Aquila, accélérant à 400 km/h. Le feu vient de partout. La Luftwaffe a installé des canons dans des granges, des clochers, des poulaillers, n'importe quelle structure offrant un peu de hauteur. Les libérateurs restent en formation serrée, sans espace pour l'évitement. Plusieurs B-24 descendent à moins de 6 mètres, leurs hélices frôlant les tiges de maïs, soulevant des nuages de poussière. L'avion de Baker est à 3 minutes de l'objectif lorsqu'un ballon de barrage apparaît droit devant. Avant la mission, Baker avait déclaré solennellement qu'il survolerait l'objectif même si son appareil était en feu. Baker ne dévie pas. L'aile gauche tranche le câble d'acier. Le câble cède avec un claquement sec, mais l'aile est déchiquetée. 2 obus de 90 mm frappent presque simultanément, tuant le bombardier et enflammant les réservoirs. Les flammes rugissent dans le cockpit.
Le copilote, le major John Gerstad, avait déjà accompli ses 25 missions réglementaires. Il aurait pu rentrer chez lui avec les honneurs. Il s'est porté volontaire pour Tidal Wave en sachant exactement ce qui l'attendait. Baker et Gerstad gardent les commandes du bombardier en flammes, guidant le groupe au-dessus de l'objectif tandis que le feu les dévore littéralement. Finalement, ils montent à environ 90 mètres pour permettre à l'équipage de sauter. Les pilotes de la formation regardent, horrifiés, l'appareil tomber. Aucun parachute ne s'ouvre. Baker et Gerstad recevront la Medal of Honor à titre posthume. Et ce n'est que le début de l'enfer. L'enfer continue. D'autres libérateurs tombent à chaque seconde sous le marteau des défenses allemandes. L'un heurte un ballon et explose en boule de feu. Un autre perd une aile entière et s'écrase sur une prison, tuant 60 personnes, dont beaucoup de prisonniers politiques. Beaucoup d'hommes sautent, mais leur parachute ne s'ouvre pas à une altitude aussi basse. Il n'y a ni temps ni hauteur. Le Dizzy Group largue des bombes de 500 livres, dont beaucoup avec des fusées à retard de 45 secondes pour compliquer les réparations. Le deuxième élément attaque Astra Romana avec une détermination farouche. Le lieutenant roumain Constantin Anastasescu, aux commandes d'un Bf-109, se bat avec acharnement et abat un B-24. Son chasseur est gravement touché et commence à brûler. Sans possibilité de fuite, sans parachute réellement utilisable, il décide d'éperonner un B-24. Les deux appareils entrent en collision et s'écrasent. Anastasescu survit miraculeusement à l'impact. Les B-24 restants frappent Astra Romana avec précision. En quelques minutes, l'installation n'est plus qu'une masse rugissante de flammes et de fumée noire s'élevant à des centaines de mètres. Mais cela crée un problème inattendu. Les vagues suivantes voleront avec une visibilité totalement nulle. Sur les 32 bombardiers du 93e qui atteignent Ploiești, 17 ont été abattus. Plus de la moitié détruite en quelques minutes. Le 370e arrive enfin sur zone. Voyant des objectifs déjà engloutis par le feu et la fumée, Compton scinde son groupe en désespoir. Chaque pilote bombardera ce qu'il pourra trouver. C'est le chaos total. Beaucoup larguent simplement leurs bombes et s'enfuient à pleine vitesse. Mais le major William Appold, à bord du GE Genie, cherche un objectif de véritable valeur. Il repère la raffinerie Concordia Vega, encore intacte. Il vire brutalement et plonge plus bas. Devant lui, des cheminées industrielles se dressent littéralement à hauteur des yeux. Les 5 bombardiers de son élément larguent, puis chaque pilote tire de toutes ses forces sur le manche. Chaque appareil évite les cheminées de quelques mètres seulement. Leurs bombes frappent parfaitement. Concordia Vega subit des dégâts dévastateurs, réduisant immédiatement sa production de 40%. Seuls 2 bombardiers du 370e sont abattus. Un taux de survie quasi miraculeux. En se repliant, Appold voit des points verts approcher rapidement. Ce sont les 41 appareils du 98e de Kane. Ils foncent droit vers l'enfer le plus terrible imaginable. À ce stade, la mission est déjà un désastre absolu. Et le pire n'est pas encore terminé. Kane entre en enfer. Kane regarde devant lui, incrédule. Son objectif assigné, Astra Romana, est entièrement englouti par des flammes hautes de centaines de mètres. Une fumée noire, épaisse, s'élève et masque le soleil. L'ennemi est prêt, en alerte, en attente. Ces hommes vont se jeter sur des défenses pleinement mobilisées à travers une fumée aveuglante avec une visibilité nulle. Il doit décider en quelques secondes, continuer ou renoncer. Il pense à Baker et Gerstad, qui tenèrent les commandes, tandis que les flammes les consumaient. Il choisit d'avancer, sans hésiter. Le groupe vire et descend encore. Hadley, dans Hadley's Harem, descend si bas que les roues frôlent littéralement les cimes des arbres. Son mitrailleur de queue crie l'alarme dans l'interphone. Il manque de peu d'entrer en collision avec des survivants du 376e qui quittent la zone. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de carambolage aérien. 84 bombardiers entament leur attaque coordonnée. Puis surgit une menace totalement inattendue. Un train anti-aérien allemand blindé, armé de dizaines de canons, roule parallèlement aux bombardiers.
Gerstenberg l'avait positionné stratégiquement sur les voies pour suivre les attaquants. Les aviateurs réagissent immédiatement. Des dizaines de mitrailleuses de calibre .50 balaient le train méthodiquement. Des servants allemands s'effondrent. Ensuite, tous concentrent le feu sur la locomotive. Les projectiles percent le blindage. La chaudière explose spectaculairement. Le train s'immobilise. Kane reporte toute son attention sur Astra Romana. Il amène la formation à environ 60 mètres. Les soutes s'ouvrent dans un bourdonnement. Et alors, arrive l'imprévu total. Les bombes à retard, larguées par le 93e quelques minutes plus tôt, commencent à exploser massivement sous eux. Les déflagrations secouent les B-24 comme des jouets. L'une d'elles arrache un Liberator qui part en spirale mortelle. Le navigateur de Kane dira plus tard qu'il a su avec certitude qu'il allait mourir à cet instant. Non pas à cause de l'ennemi, mais à cause de bombes américaines. C'était comme la charge de la brigade légère. Une catastrophe absolue, et pourtant il ne pouvait rien faire d'autre que continuer. Le bombardier de Kane largue au moment précis où le Hail Columbia entre dans la fumée dense. Visibilité littéralement nulle. Une chaleur brûlante qui fait fondre et dérègle les instruments. Les bombes à retard continuent de détonner sauvagement. Kane ressort avec un moteur complètement hors service. Son copilote réduit la puissance des autres pour économiser le carburant. Kane rit amèrement. Ce n'est pas l'endroit pour économiser quoi que ce soit, sauf nos foutus pots. Il pousse les manettes à fond. Derrière, les autres appareils plongent dans le même enfer. Le B-24 de Hadley reçoit un obus de 98 mm en plein nez. Bombardier et navigateur grièvement blessés. Moteur gauche en feu. Le mécanicien largue les bombes trop tôt, juste pour garder l'avion en l'air. Les derniers Liberators larguent sur Astra Romana. Environ 50% de l'immense installation est détruite. La fumée est si épaisse que beaucoup se souviendront de minutes entières de visibilité totalement nulle. Les derniers groupes. Pendant que le 98e encaisse une pluie de coups, les 37 B-24 du 44e se divisent pour attaquer Columbia Aquila et Créditules Minier. Plus haut, 52 Bf-109 et plusieurs IAR-80 roumains tournent en rond, frustrés, incapables de trouver des bombardiers qui volent si bas. Finalement, les contrôleurs au sol hurlent que les bombardiers sont en bas. Les chasseurs piquent comme des faucons. Johnson conduit 16 B-24 vers Columbia Aquila. Un mitrailleur se souviendra d'au moins une centaine de chasseurs attaquant de tous côtés en même temps. Les bombardiers tombaient si vite qu'ils n'imaginaient pas qu'ils pourraient passer. Johnson, à bord du Suzy-Q, fonce droit dans la fumée noire. Il craint de ne même pas voir l'objectif, mais, miracle, le vent ouvre une brèche temporaire dans les flammes. À 40 mètres, ils larguent leurs bombes. Le lieutenant Lloyd Winger, dans le Wingdinger, largue et prend feu immédiatement en traversant les explosions. Winger avait déjà accompli ses 25 missions. Il aurait pu être chez lui. Il s'était porté volontaire. Le lieutenant Armonovski croise directement le regard de Winger, tandis que son avion se désintègre. Winger le fixe, lève lentement la main et salue. Il monte à 150 mètres pour que son équipage puisse sauter. Seuls 2 mitrailleurs parviennent à sortir, avant l'impact final. Sur les 16 Liberators, 9 sont totalement détruits. L'autre élément, 21 bombardiers sous les ordres de poser, s'approche de Créditules Minier avec un alignement parfait. L'objectif n'a pas encore été bombardé. Bonne visibilité. Défense modérée. Posé descend à hauteur de cheminée et largue avec une précision chirurgicale. Les chasseurs attaquent violemment. Le Satan's Hellcat brûle. Un Bf-109 tente d'éviter le bombardier en passant dessous et percute. Les 2 appareils tombent. Le pilote allemand survit et deviendra plus tard un as. À bord du Satan's Hellcat, tous meurent sur le coup. L'attaque sur Créditules Minier est dévastatrice. La raffinerie restera hors service jusqu'à la fin de la guerre. Coup, seulement 2 B-24 sur 21. À 30 km au nord-ouest, le 390e du colonel Wood approche de Steaua Romana, à Campina.
Les 29 B-24 descendent à 9 mètres. Ils entrent dans une vallée étroite et se heurtent à un mur continu de feu. La Luftwaffe a construit de solides défenses sur les collines alentours. Le B-24 de Wood, de Scorpion, ouvre la marche et largue. Une salle des chaudières explose de façon spectaculaire. Les mitrailleurs tirent délibérément sur des réservoirs de pétrole qui explosent en boules de feu. Eager Eagle encaisse un impact direct dans son réservoir principal. Du carburant à haut indice d'octane se déverse sur l'aile comme une cascade. Le lieutenant Hughes peut renoncer immédiatement ou continuer en risquant d'exploser. Il n'hésite pas une seconde. Il garde le cap. Il largue sur l'objectif, mais en traversant les flammes, le carburant s'enflamme. Le B-24 ressort entièrement enveloppé de feu orange. Hughes tente désespérément de se poser sur le lit d'une rivière asséchée. On croit un instant qu'il va y parvenir. Puis l'aile cède. Le Liberator fait des tonneaux et s'écrase violemment. Seuls 2 mitrailleurs survivent, miraculeusement. Hughes recevra la Medal of Honor à titre posthume. Le 390e a agi de façon exceptionnelle. Steaua Romana ne redémarrera jamais pendant la guerre. Sur 29 appareils, 4 sont abattus immédiatement. 2 autres seront perdus au retour au-dessus de la Méditerranée. La bataille est enfin terminée. À présent commence la lutte désespérée pour rentrer. Le prix. Les groupes se replient vers le sud dans un désordre total. Les B-24 survivants, souvent gravement endommagés, tentent désespérément de former des combats box défensifs. Ils traversent la Bulgarie, où l'aviation bulgare se jette dans la bataille à pleine capacité. Les Bulgares abattent encore quelques bombardiers, prolongeant l'agonie. Le problème devient alors critique. Le carburant. La plupart ont consommé bien plus que prévu au combat. Beaucoup n'ont tout simplement pas assez pour rejoindre la Libye. Certains, comme Kane, déviennent vers Chypre. D'autres tentent la Turquie, neutre, au risque d'être internés. Le B-24 de Hadley amérit de manière contrôlée en Méditerranée, mais Hadley et son copilote restent coincés dans le cockpit inondé et se noient. À la tombée de la nuit, tous ont atterri, ou ne sont jamais revenus. Tidal Wave est officiellement terminé. Kane revient à Benghazi 2 jours plus tard. Ce qu'il voit le brise. La base ressemble à un cimetière abandonné. Si peu d'avions. Presque personne pour accueillir les survivants. Les chiffres finaux sont difficiles à croire, presque impossibles à encaisser. Sur 178 B-24 partis, 55 sont entièrement perdus. 308 aviateurs sont morts. 108 ont été capturés comme prisonniers de guerre. 78 ont été internés en Turquie. 440 blessés ont réussi à rentrer. Sur les 1726 aviateurs engagés dans la mission, 934, exactement 54%, sont morts, blessés ou portés disparus. Plus de la moitié. Les planificateurs avaient estimé 50% de pertes. Ils étaient terriblement, horriblement proches. Chaque homme ayant participé reçoit automatiquement la Distinguished Flying Cross. 5 Medal of Honor sont décernées, le plus grand nombre jamais attribué pour une seule action aérienne dans l'histoire militaire américaine. Kane, Johnson, Hughes, Gerstad et Baker. 3 à titre posthume. La production de Ploiecht chute de 42% immédiatement après l'attaque. Mais Hitler donne la priorité absolue aux réparations. Des travailleurs réduits en esclavage œuvrent jour et nuit. En quelques semaines, la production dépasse même celle d'avant l'attaque. Ce n'est qu'en 1944, lorsque des raids massifs et répétés à haute altitude finissent par détruire les installations de façon durable, que Ploiecht cesse définitivement de produire pour l'Axe. Le virage raté de Compton a ruiné complètement le timing crucial de l'attaque. Une analyse approfondie de 1999 a conclu que sans cette unique erreur, la mission aurait détruit 90% du complexe au lieu de 42%. Le sacrifice immense aurait pu produire 2 fois plus de résultats. Kane, accusé injustement d'avoir soi-disant volé trop lentement, ne recevra plus jamais de commandement de combat malgré son héroïsme prouvé. Le roi George VI
écrivit personnellement à Roosevelt. Le courage avec lequel les équipages ont mené leurs attaques dépasse tout éloge possible. 308 hommes sont morts au-dessus de Ploiești ce jour d'août. Nous ne devons jamais oublier leur sacrifice ultime.